Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler éjection et au sens propre, s'il vous plaît. Vous avez forcément des idées, des images en tête liées au fameux siège éjectable. S'il suscite beaucoup de fantasmes, qu'en est-il vraiment ? Nous allons aujourd'hui découvrir l'histoire à la fois passionnante et touchante du 499e pilote français à s'être éjecté de son appareil. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Max Moutoussamy. Il est ancien pilote de chasse, responsable de développement de nouveaux services et expert en opération en vol chez Safran Aircraft Engines. Alors attachez bien vos ceintures et n'oubliez pas votre parachute, éjection immédiate. Bonjour Max Moutoussamy. Bonjour. Alors nous allons rapidement vous présenter à nos auditeurs avant de revenir sur votre histoire absolument incroyable. Vous êtes né en 1965 en Martinique et vous avez toujours rêvé d'être pilote de ligne. Vous rejoignez finalement l'armée de l'air en 1985 où vous devenez donc pilote de chasse sur Jaguar pendant une dizaine d'années. Puis vous devenez pilote de ravitailleur en vol sur Boeing C-135 FR. Et vous rejoignez Safran Aircraft Engines en 2001, où vous continuerez à voler à bord du C-135 jusqu'en 2015. Voilà pour la petite bio. Et pendant ces 30 années passées dans les airs, il y a un jour que vous n'oublierez pas. C'est celui du 14 mars 1991. Ce jour-là, vous partez sur un entraînement basse altitude avec un autre avion. Une mission tout à fait banale. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce début de journée ? Bien, une journée comme les autres, une journée d'entraînement. J'étais pilote en instruction. J'avais une 30aine d'heures de vol sur le Jaguar. Au préalable, j'avais passé 2 ans en tant qu'instructeur dans l'armée de l'air sur Epsilon. Et ce jour-là, donc c'était un jeudi, je me rappelle très bien, 14 mars 91, sur la base aérienne de Saint-Dizier, une journée qui commence normalement avec une tempête de ciel bleu, comme on dit dans notre jargon, donc très très beau temps. Je pars avec un autre avion, donc c'était mon leader, qui était le second de la sécurité des vols de l'armée de l'air. Donc nous avançons chacun dans notre avion. Je monte dans l'avion, je fais mon rituel de sanglage en s'attachant sur le siège, en faisant passer toutes les sangles, surtout celles au niveau des jambes, qui permettent de faire le rappel de jambes en cas d'éjection. À ce moment-là, je ne pensais pas, bien entendu, à l'éjection. C'est un rituel qui se passe au début de chaque vol, donc avec le mécanicien qui se trouve à côté de nous, qui enlève les sécurités des sièges aux différents points clés du siège, qui montre les sécurités. Et voilà, donc je range mes cartes, on parle bien de 91, donc les avions n'étaient pas encore équipés de systèmes très perfectionnés de navigation, donc j'avais encore mes cartes à la 500 000 que j'avais tracées avant de partir, rangées sur le côté gauche du cockpit. Et puis on commence à rouler, à faire les premiers checks radio, on roule en file indienne vers la piste, on décolle sur la piste de Saint-Dizier. J'étais numéro 2, donc un décollage à 7 secondes, c'est-à-dire que le leader il décolle et je décolle 7 secondes plus tard. Après ce décollage, on se rassemble en vol, donc je vois les fumées noires de ces moteurs qui voulaient dire qu'ils venaient juste de couper la post-combustion. Et donc je le rassemble en FMO. La FMO, c'est une formation de manœuvre offensive qui est en fait une position dans un cône arrière du leader de 150 mètres de distance, à peu près 150 mètres à 200 mètres de distance. Et on part pour un vol à basse altitude, à 150 mètres du sol, 800 km/h. Donc cette formation permet de surveiller le ciel, qui est quand même un point de survie. En plus, en basse altitude, il y a beaucoup d'avions qui circulent, il n'y a pas de contrôle radar, donc il faut quand même surveiller le ciel pour éviter d'en croiser un de trop près. Et puis, ça fait partie aussi de la mission d'entraînement de combat. Je suis la navigation quand même, parce qu'à n'importe quel moment, je suis quand même en mission d'entraînement. Le leader peut permettre de me dire, écoute Max, tu passes devant. Ou alors, lui pourrait avoir un problème et me demander mon aide sur la navigation. Donc, je suis cette navigation, je fais ma surveillance du ciel en même temps et voilà, donc une journée tout à fait normale. Tout se passe comme prévu, en tout cas, rien à signaler. Ouais. Et puis, vous croisez un groupe d'oiseaux. Quand on n'est pas habitué, on se dit que c'est plutôt
normal de croiser des oiseaux dans le ciel. Et pourtant, pour vous, ça vire un petit peu à l'incident. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Il faut savoir que 70% des collisions volatiles ont lieu en dessous de 200 pieds, c'est-à-dire en dessous de à peu près de 70 mètres. Nous, on est dans la tranche donc des 150 mètres, et dans cette tranche entre 70 et 250 mètres, il y a à peu près 15% des collisions volatiles. Donc au-dessus, voilà, ça diminue. Donc, pas beaucoup d'oiseaux, mais quelques-uns quand même. Donc je suis dans cette mission basse altitude avec mon leader, je surveille le ciel comme je disais, je surveille ma navigation en même temps, et puis tout d'un coup, en passant la tête devant, je vois plein de petits points noirs se rapprocher de l'avion très rapidement, et là ça tape. Donc je me rends compte que ce sont des oiseaux, je cabre, je transforme mon énergie en fait en altitude, et pour monter à 5000 pieds, ce qui correspond à 1500 mètres d'altitude. Donc à 1500 mètres, je me demande ce qui s'est passé, quels sont les dégâts que je pourrais potentiellement avoir. Et j'ai cette odeur de poulet grillé dans le cockpit. Donc je me dis, tiens, ça sent pas bon, enfin, dans le sens où c'est pas bon signe. Et que si j'ai cette odeur dans le cockpit, ça voudrait dire que les oiseaux sont passés dans certains endroits critiques en fait des moteurs. Le leader se rapproche, il se met dans une position beaucoup plus près de moi pour vérifier. Il me demande si tout va bien. Je lui dis oui, tout va bien. J'ai les paramètres moteurs qui sont normaux, pas de problème particulier. Et je lui demande quand même de pouvoir essayer de manœuvrer un peu les moteurs, parce que je me dis bon, si ça doit casser, il faut que ça casse maintenant, parce que j'ai pas envie que ça casse plus tard. Donc j'essaye un après l'autre. Ça se passe très très bien, pas de variation de paramètres. Et le leader donc se rapproche un peu plus et il me dit tiens, écoute, tu as des impacts sur les 2 entrées d'air. Il me dit il va falloir qu'on se déroute. On va se dérouter vers Dijon. Ça fait partie de la procédure d'ailleurs. Une collision volatile, on se pose le plus rapidement possible. Donc on essaie de se dérouter vers Dijon. Donc voilà, pour vous situer à peu près, on est à Saint-Dizier, on est au sud de Saint-Dizier. Et Dijon se trouve dans l'est, donc on part à l'est vers Dijon. On est à peu près équidistant entre Dijon et Saint-Dizier. On choisit Dijon parce que c'est peut-être un peu plus près, mais bon. On essaie de les appeler par radio. En fait, le leader essaye d'appeler par radio. Il n'y arrive pas. On est toujours à 1500 mètres d'altitude, à une vitesse de 700 km/h en 750 km/h. Et on avance. Et sur le trajet, je me dis, pourquoi on va à Dijon? Alors, je partais en vacances le jeudi soir, donc je ne me rendais pas compte encore de la gravité de la chose. Au niveau de la radio, on n'arrivait pas à contacter Dijon. Voilà, il a essayé à plusieurs reprises, soit peut-être par le relief qui nous séparait ou autre chose, mais on n'y arrivait pas. Et puis finalement, il me dit, écoute, on va faire demi-tour, on va rentrer sur Saint-Dizier. Je me dis, bon, c'est quand même une meilleure idée parce que je me voyais pas arriver à Dijon, déjà parce que je pars en vacances ce soir, et en même temps, avec un problème, je préfère arriver sur Saint-Dizier, une base qu'on connaît. Bon, enfin bref, ce sont des choses qui passent par la tête. Donc on repart par le nord, vers Saint-Dizier. Et là, il se passe quelque chose de bizarre, c'est que je suis toujours à 1500 mètres d'altitude, et c'est comme un petit ange qui venait me dire, tiens Max, il faut que tu serres tes bretelles. Donc je serre mes bretelles, je les serre un peu plus serrées, quoi. Quelque chose que je n'avais jamais fait avant. C'est comme si je me disais, tiens, tu vas t'éjecter aujourd'hui. Mais sans vraiment me le dire. Donc on continue, et puis au bout d'une dizaine de minutes, on se rapproche de Saint-Dizier, et donc je vois la piste. Donc je me dis, on est posé dans pas longtemps. Le leader m'accompagne, donc je le suis. Il me dit, voilà, tu vois la piste. Je lui dis oui, il me dit écoute, mais on va y aller tout doucement, voilà, tu vas faire tes procédures d'arrivée, normal. Donc là, on descend tout doucement vers 1000 pieds, donc ça correspond à peu près à 350 mètres. Et on commence la finale. Je prends ma configuration d'atterrissage, c'est-à-dire que je sors mes volets, je sors mon train, je vois la piste et je me dis voilà, dans 3-4 nautiques, c'est-à-dire dans 5-8 km, là, t'es posé. C'est l'équivalent de quelques secondes, finalement. Ouais. On a l'impression que vous êtes tiré d'affaire, si je puis dire. Mais finalement, vous devez vous rendre à l'évidence, puisque votre moteur a subi d'importants dommages. Votre entraînement prend le dessus, devient extrêmement important, puisque vous savez exactement quoi faire. C'est un réflexe. Est-ce que, malgré tout, face à ce constat de dommages, vous commencez à vous inquiéter ? Alors, pas d'inquiétude vraiment. Donc, je commence ma finale à 350 mètres. Et à 300 mètres, on a le début du show, en fait. Et ça va très, très vite. Donc, à 300 mètres, je commence à sentir mon avion qui s'enfonce.
Et là, je me dis que j'ai un problème. Et en même temps, j'ai l'avion du leader qui était près de moi, donc du côté gauche, qui m'accompagnait pendant cette finale, qui me survole, qui s'en va en fait, qui se sépare de moi. Et quand je relis les retranscriptions radio, en fait, je suis en train de lui dire « j'ai un problème à mon moteur gauche ». Et lui, il est en train de m'annoncer « éjection, éjection ». Et en fait, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas et il s'en va. Donc, je l'apprends par la suite qu'il se dégage de moi parce que le moteur gauche commence à prendre feu. Et les flammes, en fait, sont 2 fois plus longues que l'avion. Donc, il se dit « ça va exploser ». Donc, il se dégage, en fait, de cette position très proche de moi. Et moi, à un moment, je me retrouve, en fait, c'est vraiment bizarre. C'est-à-dire, je suis dans un moment de stress, je sais que j'ai un problème, mais je vais le gérer. Je vais le gérer parce que je suis au simulateur et je suis entraîné pour ça. Donc, j'ai toujours fait mes entraînements de manière, je dirais pas parfaite parce que quelquefois, on s'en sort pas, mais bon, c'est fait pour ça, d'ailleurs. Et je me retrouve dans le simu et je suis en train de me dire, comme si je m'adressais à l'instructeur simu, je me disais, aujourd'hui, tu vas pas m'avoir. Et donc, je commence à gérer mon problème. Je mets les 2 postes de combustion sur les 2 moteurs pour aller chercher le maximum de puissance. Je rentre un petit cran de volet, c'est-à-dire je change un peu la configuration de l'avion. Je mets le nez dans le sol. Là, je suis à 300 mètres d'altitude. Donc, je mets le nez dans le sol pour aller chercher de la vitesse, pour récupérer des filets d'air, voilà, refaire voler l'avion. Et je récupère un peu de vitesse. Donc, je remonte le nez tout doucement. Là, je suis toujours dans un état d'esprit de confiance. Je vois la piste. Je suis à peu près à 2 nautiques. 2 nautiques, c'est à peu près 4 kilomètres. Je vais y arriver, voilà. Là, j'ai la vitesse et l'énergie qui se dégradent à nouveau. Et je remets le nez dans le sol pour aller rechercher de la vitesse. Et je me rends compte qu'il se passe quelque chose de bizarre. Voilà, j'ai les arbres qui sont en train de monter. Et à ce moment-là, je me dis, non, ça va pas passer, tu vas te tuer. Donc là, je vais chercher ma poignée. Je vais chercher ma poignée basse, en fait. Il y a 2 poignées sur ce siège. C'est un Mark IV qui équipe le Jaguar. C'est le même que l'Alpha Jet, d'ailleurs. Et j'ai l'habitude de m'entraîner avec la poignée basse parce qu'elle est plus près des mains. Voilà, en cas de problème, on enlève les mains du manche et on l'amène sur cette poignée basse. Et le cerveau, c'est comme s'il passait de, 25-30 images secondes à 6-7 000 images secondes, quoi. Donc, je pense à ces arbres. Et je vais chercher ma poignée haute parce que sur la poignée haute, il y a un rideau. Et ce rideau, en fait, cache le visage. Et je me dis, ça va me permettre de me protéger le visage parce que j'ai l'impression que je vais passer dans les arbres. Et là, je tire sur la poignée en me disant l'action de la dernière chance. On verra bien ce qui va se passer après. Et là, donc, je suis propulsé vers le haut avec un bon coup de pied aux fesses, comme on dit. Et là, on prend 19 G sur ce siège-là. 19 G, ça veut dire qu'on pèse 19 fois son poids. Donc, on est vraiment tassé. En fait, on se laisse faire parce qu'il y a plus que ça à faire. L'extraction de l'avion, ça ne dure pas très longtemps. Ça dure entre 1 seconde et demie et 2 secondes. Et au bout de ces 2 secondes, je me retrouve en fait en apesanteur, arrêté dans le ciel. Et je vois cette couleur verte qui correspondait en fait au sol. C'est après la déduction que je fais, tout ça. Et je me dis, il faut absolument que je me protège les jambes. Donc, il faut que je libère le pactage de survie que j'ai sous les fesses qui me servait de siège pour que mes jambes puissent être détendues et que je puisse arriver debout, en fait. Je tire sur une sangle qu'on a entre les jambes, qui mesure à peu près 2,50 m une fois qu'on tire dessus. Et en tirant dessus, je déploie ce pactage qui se trouve sous mes fesses et qui aussi déploie un dinghy. C'est un petit canot gonflable. Et ce petit canot gonflable, en fait, qui se gonfle très rapidement devant moi et me cache la vue, me cache l'arrivée au sol. Donc, j'essaye de le pousser avec les pieds, mais bon, il est quand même 2,50 m plus bas. J'ai pas les jambes aussi longues. Donc, j'essaye de pousser pour voir le sol, pour voir où je vais arriver. Donc, j'ai pas le temps de faire mon roulé-boulé et je m'éclate par terre. Alors, c'est intéressant tout ça parce que le temps que j'ai mis pour vous raconter tout ça, il s'est passé 30 secondes. Donc, c'est super rapide. Justement, face à la rapidité finalement de cette éjection, de tout ce qui se passe à la fois à l'extérieur, sur l'avion, dans votre tête, est-ce que vous avez réalisé ce qui se passait tout de suite, le fait que vous deviez ou que vous étiez éjecté, ou est-ce qu'il a fallu finalement que vous soyez au sol pour vous dire « Ok, je me suis éjecté, je suis au sol et tout va bien ». Non, déjà, quand on arrive au sol, on se dit pas ça. On se dit, quand on arrive au sol, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, quoi.
Donc, on essaie de repenser à tout ça en se disant qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Parce que le fait de s'éjecter d'un avion, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Enfin, c'est normal pour sauver la vie, mais c'est qu'il s'est passé quelque chose, soit à cause de soi ou à cause d'un événement extérieur. Donc, c'est la première chose qu'on se pose comme question. C'est un instinct de survie, hein. Comme je dis souvent, c'est une deuxième vie, en fait. C'est une deuxième chance qu'on a grâce à ce siège. J'ai analysé, en fait, tout ça quand je suis arrivé au sol. Je regarde autour de moi. Je vois l'avion, en fait, qui s'est usé sur le sol, qui est passé à travers une haie d'arbres, des arbres qui faisaient à peu près 10-15 mètres de haut, mais sans les écrabouiller, seulement en les brûlant. Et l'avion est craché dans l'axe, et derrière ça, je vois une grange, enfin une ferme. Et donc, du coup, je m'inquiète. Je me dis, tiens, je n'arrive pas à évaluer la distance. Je suis inquiet, j'ai un peu peur, parce que je me dis, j'espère que je n'ai blessé ou tué personne. À ma droite, il y a la Nationale 4, qui est bloquée, avec des camions, des voitures, donc tout le monde s'est arrêté. Je suis aligné, en fait, à 150 mètres de l'avion, et juste 50-100 mètres avant moi, il y a mon siège, enfin la coquille de mon siège éjectable qui reste. Et pendant que je regarde tout ça, j'ai peur, donc je me détache de mon pantalon anti-G. Le pantalon anti-G, c'est un pantalon qui a des vessies au niveau de l'abdomen, des cuisses et des mollets, qui permettent, quand on prend des jets, de maintenir le sang au plus près du cœur pour pouvoir alimenter le cerveau. Donc j'enlève mon pantalon anti-G, j'enlève ma maille ouest, qui est mon petit gilet de sauvetage, et je mets tout ça dans le canot qui était à côté, tout en fixant la ferme, parce que je me dis, j'espère qu'il n'y a pas un paysan qui va sortir de la ferme avec un fusil, et parce que j'aurais peut-être blessé des membres de sa famille. Et j'entends quelqu'un arriver, en fait. C'est un monsieur qui arrive de la Nationale 4 et qui me dit, alors, ça va? Bah, j'ai dit, oui, ça va bien. Il me dit, ah ouais, vous avez pris des oiseaux, je les ai vus, des grues. Moi, je lui dis, mais non, je les ai pas pris ici, je les ai pris plus loin, mais je suis toujours fixé sur la grange. Et il me dit, je peux vous aider? Bah, je lui dis, oui. Prenez le dinghy, là, et vous l'amenez vers la Nationale 4, j'arrive. Alors, donc, il le prend. Et je le suis, et puis on s'avance un peu plus près de la Nationale 4, et puis à ce moment-là, l'ambulance arrive avec le médecin, avec les infirmiers, avec tout le monde, et qui me demande si tout va bien. J'avais quand même mal au dos. L'atterrissage de mon corps sur le sol, c'était pas très doux. Plus, je pesais mon poids quand même. Donc je boitais, j'étais un peu gêné avec mon dos, mais bon, rien de grave, parce que après, ils m'ont amené à l'infirmerie, faire les premiers examens. Ensuite, les scanners et les radios pour pouvoir vraiment vérifier que tout se passe bien à Châlons. Ce qui est bizarre, c'est que je suis rentré à l'escadron, et au moment de l'éjection, mes collègues, en fait, qui étaient à l'escadron, pensaient que ça n'avait pas fonctionné, que j'avais pas réussi à m'éjecter. Ils pensaient que j'étais mort. Donc en fait, voilà, c'était la fête. Quand je suis Ils ont eu rentré. une bonne surprise en vous voyant, sans doute. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, tout le monde était content. Et puis moi aussi, j'avais demandé de pas prévenir ma famille, parce que mon ex-femme était encore à la maison avec ma petite, ma première, ma grande, Florine, qui avait à peine 3 ans à l'époque. Alors, ce qui est marrant, parce que le gars qui est venu m'aider, il avait un appareil photo, c'était un géomètre. Il avait évalué la hauteur, parce qu'il avait dit, ouais, je crois que ça s'est passé vers 80 mètres par là. Il avait raison, parce que l'enquête disait 70 mètres. Et il avait fait une photo. Je me rappelle, il m'avait dit, je peux vous prendre en photo? Je lui ai dit, bah oui, allez-y. En fait, je pensais même pas, quoi. Donc il me fait une photo, et il avait vendu cette photo à France 3, France 3, la France 3 de la région. Et j'avais demandé à l'infirmerie de pas appeler donc à la maison pour les prévenir, parce que j'allais bien. Et donc je le fais un peu plus tard dans l'après-midi. Et heureusement que je le fais, parce que pendant que je suis au téléphone avec mon ex-femme, il y a ma petite qui est en train de lui dire, maman, viens voir, il y a papa à la télé. Donc elle part en panique, parce qu'elle comprenait pas ce que je lui racontais. Je suis en train de lui dire, là, je me suis éjecté d'un avion, t'inquiète pas, tout va bien. Et en même temps, là, elle voit une info à la télé qui disait, il y a un avion qui s'est crashé, et voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas encore les infos en continu à ce moment-là. Max, il y a cette éjection, mais il y a aussi l'après-éjection, et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on termine. Chez les cavaliers, on a l'habitude de dire qu'après une chute, il est très important de remonter à cheval tout de suite. Est-ce que vous êtes retourné voler immédiatement, alors peut-être quelques jours en tout cas, après cette éjection, ou est-ce que ça a demandé du temps de remonter dans un avion ?
Donc je suis revenu le lendemain matin. Bon, déjà la veille au soir, il y avait tout le monde à la maison, hein, tous les collègues. Donc on s'est pas couché très tôt, je me rappelle. Je me couchais, il devait être 5 heures du matin. Et je suis reparti très tôt le matin. Donc je suis parti tout seul. J'avais des courbatures qui se faisaient de plus en plus sentir, hein. J'avais du mal à marcher. Bon, je suis monté dans ma voiture. C'était peut-être pas très prudent à l'époque, mais bon. Je suis monté dans ma voiture. Quand j'étais assis, tout allait bien. Jusqu'à l'escadron. Et je me rappelle, je monte les marches jusqu'à la salle d'opération et j'avais le commandant d'escadron. Alors, je peux dire son nom parce que c'est un chef que j'ai vraiment beaucoup apprécié, colonel Bajeski, qui avait aussi son humour. Donc, il me voit monter, il me voit arriver en train de boiter comme ça. Il me dit, bon, mais alors, c'est maintenant que t'arrives? Bah, je lui dis, bah oui, je suis désolé, mon colonel, je suis pas très bien, là. Il me dit, bon, allez, dépêche-toi, on part. Ah, je dis, non, là, je peux pas. Je peux pas y aller. Donc, en fait, il a un peu forcé le truc et c'était le côté un peu marrant des premiers moments de la journée. Et puis, j'étais très bien entouré par mes collègues, par les jeunes pilotes qui étaient en instruction aussi, par les instructeurs. J'ai un ami, Jacques Plassard, qui est aujourd'hui pilote chez les Canadair, qui venait me voir tout le temps, qui me disait, Max, t'abandonnes pas. Et je pense que toute cette atmosphère m'a permis de continuer, de tenir, parce que aussi, je pense que ça fait partie de mon caractère, de me battre, d'aller plus loin. Alors, les choses qui m'ont marqué, c'est que pendant 6 mois après l'éjection, je peux dire que j'avais peur, ouais. J'avais peur quand j'étais en vol. Parce qu'il m'est arrivé plein d'autres choses, d'autres collisions volatiles. Il m'est arrivé aussi de faire des missions d'entraînement et puis d'avoir des instinctions en réacteur et à chaque fois de me poser la question de me dire, oh là là, tu vas peut-être t'éjecter. Encore une fois, j'avais pas envie parce que même si ça sauve la vie, mais c'est pas agréable, quoi. Et voilà, donc j'ai supporté ça pendant, j'estime, à peu près 6 mois où j'avais peur. Je pouvais suivre tous les changements de configuration des circuits carburants. J'entendais tous les clapets de l'avion. Je pouvais vraiment suivre ça sans regarder mon tableau de bord, quoi. Et puis ça s'est passé et j'avais vraiment l'impression de sentir de plus en plus mon avion. Bon, comme tous les pilotes de chasse, à un moment, avec l'expérience, on se pose plus de questions. C'est comme quand on est dans une voiture et qu'on a tous ces mécanismes, et on se pose plus de questions quand on la conduit. Voilà. Et puis, peu de temps après l'éjection, il m'est arrivé quelque chose de très dur. Alors, je suis à un feu rouge avec ma famille et ça passe au vert et je démarre pas. Parce qu'il y a quelque chose qui me revient et je suis bloqué. Donc, ça inquiète un peu tout le monde dans la voiture. On me fait klaxonner de partout et j'arrive pas à repartir, en fait. Je suis bloqué. Donc, ça se débloque au bout de 2-3 minutes. Je repars et je comprends pas ce qui est arrivé. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai, dans mes milliers de lignes de vol, sur mes carnets de vol, j'en ai un qui est sans atterrissage. Avec un petit parachute que j'avais dessiné dans la cage d'atterrissage pour dire voilà que je m'étais éjecté. Et puis quelque chose aussi qu'on a fait avec d'autres éjectés, à l'initiative de Richard Reboul, qui est général, très bon ami. On a organisé une visite pour aller remercier les compagnons de la société Martin Baker à Colombes et leur dire merci de nous avoir sauvé la vie. C'est vraiment ça le siège, en fait. Ça sauve la vie. Merci Max Moutoussamy pour cette histoire très émouvante. On sent qu'elle laisse des traces même plus de 30 ans après. Ouais. En tout cas, merci de nous l'avoir raconté. Merci d'avoir été notre radar du jour. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Radar.